Les enfants de mon frère sont arrivés à 4h30 du matin, tremblants et les lèvres bleues, après avoir traversé des bois gelés depuis un garage à -5 degrés Celsius, quand leurs parents m'ont blâmé, j'ai donné à la police ce qu'ils essayaient de cacher. Les coups ont commencé doucement, un bruit sourd contre le bois, qui m'a arraché aux confins du sommeil comme un hameçon. Je restais immobile dans l'obscurité de mon duplex, désorienté, le corps lourd de l'épuisement d'un quart de 12 heures aux urgences. Le bruit a recommencé. 3 coups délibérés. Puis, le silence. J'ai cligné des yeux vers le plafond, mon souffle visible dans l'air glacial. Le chauffage s'était éteint il y a des heures, et la pièce ressemblait à une morgue. Dehors, le vent hurlait contre les fenêtres, faisant trembler les carreaux dans leur cadre. Le bulletin météo avait prévenu de l'arrivée d'une tempête hivernale, avec des températures chutant vers les -6 degrés, et un refroidissement éolien poussant vers les -18. Les coups ont repris. Plus fort maintenant. Plus urgent. J'ai rejeté les couvertures, et ma peau s'est instantanément hérissée. Le sol était comme de la glace sous mes pieds nus alors que je trébuchais vers la porte, attrapant mon téléphone sur la table de nuit. L'écran affichait 4h32 du matin, en chiffres blancs agressifs. Mon cœur s'est mis à battre à un rythme effréné, car personne ne frappe aux portes à cette heure-ci pour annoncer de bonnes nouvelles. J'ai allumé la lumière du porche, et j'ai ouvert la porte. Puis, je me suis figé. Dean se tenait sur le seuil, son corps de 11 ans courbé sous le poids de sa sœur sur son dos. Les petits bras d'Anna étaient lâchement enroulés autour de son cou, sa tête ballant contre son épaule. Le visage de Dean était d'une blancheur d'os, ses lèvres teintées de violet, et ses yeux vitreux, marqués par le regard vide d'une exposition sévère au froid. Il portait un long pantalon de pyjama trempé aux genoux, des baskets sombres de glace fondue, et pas de chaussettes. Un tapis de garage crasseux, du genre de ceux que les mécaniciens utilisent pour récupérer les gouttes d'huile, était drapé sur ses épaules, incrusté de taches de graisse et durci par l'air glacial. Anna ne bougeait pas. Ma formation a pris le dessus avant même que ma pensée consciente ne suive. J'ai d'abord remarqué la cyanose, ses lèvres et ses ongles étaient bleu-gris. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en mouvements rapides et superficiels, chaque respiration accompagnée d'un stridor rauque, qui ressemblait à de l'air forcé à travers une paille. Elle portait une chemise de nuit de princesse rose, fine comme du papier de soie, mais le lourd manteau d'hiver de Dean avait été enveloppé autour de son petit corps. Il lui avait donné son manteau. À l'intérieur, maintenant. Ma voix est sortie stable, clinique. J'ai tendu les bras vers Anna, la soulevant du dos de Dean. Elle était effrayamment légère, sa peau froide et cireuse sous mes doigts. Les jambes de Dean ont flanché dès que le poids lui a été retiré, et il s'est effondré sur mon sol en un tas désarticulé, ses jambes trop engourdies pour le porter. J'ai porté Anna jusqu'au canapé, l'allongeant pendant que mon esprit parcourait les protocoles comme une liste de contrôle. Hypothermie. Sévère. Température centrale probablement inférieure à 35 degrés. Détresse respiratoire, faux croup possible, pneumonie possible, voie respiratoire compromise. J'ai attrapé toutes les couvertures à ma portée, l'enveloppant soigneusement, en évitant les extrémités. Réchauffer le centre en premier. Réchauffer les artères. Un réchauffement rapide des membres gelés pourrait renvoyer du sang froid vers le cœur et déclencher un arrêt cardiaque. Sa respiration empirait. J'ai couru vers la salle de bain, ouvrant brusquement l'armoire où je gardais mes fournitures médicales personnelles, une habitude prise après des années de garde de nuit et d'urgence. Le nébuliseur était encore dans sa boîte, non ouvert. Je l'avais acheté il y a 6 mois, quand la famille d'un patient ne pouvait pas s'en offrir un. Je n'aurais jamais pensé en avoir besoin pour ma propre nièce. Mes mains tremblaient alors que j'assemblais le masque, remplissais le réservoir de solution saline, et l'ajustais sur le petit visage d'Anna. La machine a vrombé en s'allumant, la brume s'écoulant dans ses voies respiratoires. Son stridor s'est légèrement calmé, le sifflement désespéré baissant d'un demi-octave. Dean était toujours par terre près de la porte, recroquevillé sur le côté. Il frissonnait si violemment que ses dents claquaient. J'ai saisi mon téléphone, les mains tremblant maintenant non pas de froid, mais d'une rage si pure qu'elle ressemblait à de l'eau glacée dans mes veines. J'ai composé le 911 et mis le haut-parleur, mes doigts retournant déjà vers Anna pour ajuster l'angle du nébuliseur. 911, quelle est votre urgence? Ici l'infirmière Willow Hart. Matricule RN 4022. Ma voix était lisse comme du verre, professionnelle. Je signale 2 urgences médicales pédiatriques dans une résidence privée. Suspicion de négligence grave sur enfant.
J'ai besoin d'une ambulance et de la police immédiatement. 2 enfants, âgés de 11 et 7 ans. Hypothermique, l'un en détresse respiratoire aiguë. L'adresse est le 447 Maple Grove. Unité B. L'ambulance est dépêchée. Restez en ligne. J'ai posé le téléphone et me suis dirigé vers Dean. Ses yeux me suivaient mais il ne pouvait pas parler, sa mâchoire bloquée par le froid. Je l'ai éloigné de la porte, l'ai enveloppé dans ma couette, la bordant serrée autour de son torse. Puis je suis allé à la cuisine, j'ai attrapé la brique de lait chocolaté dans le frigo, l'ai versé dans une tasse, et l'ai mise au micro-ondes pour 40 secondes. Pas trop chaud. Juste assez pour réchauffer son corps de l'intérieur, sans lui ébouillanter la gorge. Le micro-ondes a bipé. J'ai testé la température contre mon poignet, chaud mais pas brûlant, et l'ai apporté à Dean avec une paille. Il a pris de petites gorgées, ses mains trop raides pour saisir la tasse. Chaque déglutition faisait se tordre son visage de douleur alors que la chaleur rencontrait les tissus gelés. Je me suis agenouillé près de lui, une main tenant la tasse, l'autre vérifiant le pouls d'Anna, fin et rapide mais présent, tandis que mon cerveau cataloguait les blessures avec un détachement clinique. Engelure sur les orteils de Dean, visible à travers les trous de ses baskets trempées. Malnutrition, les 2 enfants étaient en sous-poids, les pommettes trop saillantes, les yeux enfoncés. Les ongles d'Anna étaient sales, déchiquetés. Les cheveux de Dean étaient emmêlés, graisseux. C'étaient les enfants de mon frère. Joshua et Jane vivaient dans un manoir à Riverside Heights. 5 chambres. Plancher chauffant. Une collection de vins coûteuse. Et ils avaient envoyé leurs enfants dehors, dans une tempête hivernale, en pyjama. Ma main s'est serrée sur la brique de lait jusqu'à ce qu'elle se froisse légèrement. Dean a tressailli, et je me suis forcé à desserrer ma prise. Ce n'était pas le moment. Plus tard, il y aura du temps pour la rage. En ce moment, j'étais une infirmière. En ce moment, ces enfants avaient besoin que je sois stable. Les sirènes ont percé le vent à l'extérieur, distantes d'abord, puis plus fortes, des lumières rouges et bleues balayant mes fenêtres. J'ai regardé Dean, toujours enveloppé dans ma couette, ses yeux anciens dans son visage d'enfant. Ses yeux avaient trop vu, trop compris. Il ne montrait aucune surprise d'être ici, aucune confusion. Juste une résignation lassée qui a brisé quelque chose dans ma poitrine. Les ambulanciers allaient poser des questions, la police allait poser des questions, et je répondrais à chacune d'elles, parce que ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Les portes de l'ambulance ont claqué derrière nous, avec une finalité métallique qui a résonné dans ma poitrine. Anna était allongée, sanglée sur le brancard, son petit visage obscurci par un masque à oxygène qui s'embua à chaque respiration laborieuse. Le sifflement rythmé de l'air comprimé remplissait l'espace exigu alors que l'ambulancier ajustait le débit, ses mains gantées bougeant avec une efficacité rodée. Je me suis assise sur le banc à côté de Dean, ma main enveloppant la sienne, plus petite. Ses doigts étaient encore froids malgré les couvertures thermiques qui le cocoonent. Le garçon fixait le plafond de l'ambulance, ses yeux suivant les bandes LED au-dessus avec cette même platitude inquiétante que j'avais vue à ma porte. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé ce soir ?» J'ai gardé ma voix basse, clinique, le même ton que j'utilisais pour obtenir des informations de patients traumatisés, qui avaient besoin de parler mais ne pouvaient supporter d'être bousculés. La gorge de Dean a travaillé. Pendant un moment, j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis ses lèvres se sont entr'ouvertes, et les mots ont commencé à se déverser dans ce même murmure monotone qui me donnait la chair de poule. Maman et papa sont partis à 5 heures. Il y avait une fête. L'ouverture d'un casino. Papa a dit qu'il devait devancer le front froid. Il fit une pause, avalant sa salive. Ils nous ont dit de commander une pizza et d'aller au lit à 9 heures. Les mains de l'ambulancier se sont figées une demi-seconde sur la voie veineuse d'Anna avant de reprendre leur travail. J'ai senti ma mâchoire se serrer mais j'ai gardé une expression neutre. À 10 heures, on a remarqué que Snow n'était pas à l'intérieur. J'ai mis mon pyjama et mon manteau d'hiver, et je suis allé voir dans le jardin. Anna devait attendre dans le salon. Sa voix s'est brisée légèrement. Elle s'est impatiente. Elle n'avait que sa chemise de nuit et cette veste fine. Elle ne comprenait pas à quel point il faisait froid. Je regardais son profil alors qu'il parlait, 11 ans et portant déjà le poids de la protection de sa sœur comme une armure qu'il ne pouvait retirer. Le vent a emporté la porte. Elle a claqué. La serrure connectée s'est verrouillée automatiquement. Il a prononcé ces 2 derniers mots avec une amertume qui sonnait faux sur la langue d'un enfant.
J'ai essayé le code. Ça n'a pas marché. J'ai appelé papa. Puis maman. Personne n'a répondu. Ma main libre s'est fermée en poing contre ma cuisse. Le banc en vinyle a crissé sous ma blouse. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Les yeux de Dean ont enfin bougé, glissant vers moi avec une culpabilité qui a creusé un vide dans ma poitrine. J'ai failli le faire. J'avais mon pouce sur ton nom. Mais le téléphone s'est éteint. Il a pris une respiration tremblante. Plus tôt, Anna pleurait pour maman. Je l'ai laissé jouer au jeu du restaurant pour la calmer. J'ai oublié de le charger après. Le moniteur au-dessus de la tête d'Anna bipait régulièrement. Chaque son marquait une seconde de plus où ses enfants avaient survécu, malgré l'échec de tous les systèmes conçus pour les protéger. Ce n'est pas ta faute, fils. J'ai serré sa main plus fort, sentant les os fragiles sous sa peau. Rien de tout ça n'est ta faute. Son expression n'a pas changé, mais ses doigts ont serré les miens en retour avec une force surprenante. On est allé dans le garage. Il y avait un tapis, vieux et poussiéreux, mais je me suis enveloppé dedans. J'ai donné mon manteau à Anna. Elle en avait plus besoin. Il parlait plus vite maintenant, comme s'il poussait les mots dehors avant qu'ils ne restent coincés dans sa gorge. La température a chuté. Elle continuait de chuter. Le garage n'est pas chauffé. C'est descendu à la même température que dehors. Moins 5 degrés. L'ambulancier a émis un petit son qui aurait pu être un juron ou une prière. Je ne pouvais pas dire lequel. Après ce qui a semblé être un long moment, Anna a commencé à siffler. Fort. Vraiment fort. Je savais que si on restait là, elle mourrait. La voix de Dean s'est finalement brisée, craquant sur ce dernier mot comme de la glace sous pression. Alors je l'ai prise dans mes bras, et j'ai marché. À travers la forêt. Le raccourci vers chez toi. 1 mile. Le sol était gelé, et l'air semblait humide, et ça continuait juste de prendre notre chaleur, et de prendre notre chaleur. Tu lui as sauvé la vie. Ma voix est sortie plus rauque que prévu. Tu as sauvé vos 2 vies. J'ai entendu renifler à l'avant de l'ambulance. L'ambulancier s'est détourné, soudainement très concentré sur la vérification d'un équipement qui n'avait pas besoin d'être vérifié. Mes propres yeux brûlaient, mais j'ai cligné pour chasser les larmes. Il y aurait du temps pour ça plus tard. En ce moment, Dean avait besoin que je sois forte. L'ambulance est entrée dans la baie de Merci Général à 5h30, les mêmes lumières fluorescentes sous lesquelles j'avais travaillé pendant 12 heures la veille m'accueillant maintenant de l'autre côté. Anna a été emmenée aux soins intensifs immédiatement, une équipe d'infirmières que je reconnaissais entourant son brancard. Dean a été transféré dans un fauteuil roulant, ses pieds gelés trop endommagés pour supporter son poids. L'officier Jasper m'a trouvé dans le couloir à l'extérieur du service pédiatrique. Il était jeune, peut-être 25 ans, avec le genre de visage sérieux qui n'avait pas encore appris à cacher l'horreur derrière le détachement professionnel. Mademoiselle Hart, je dois prendre votre déposition. J'ai tout raconté avec la même précision clinique que j'utilisais pour les dossiers médicaux. La température de leur peau, la couleur des lèvres d'Anna, la chronologie que Dean m'avait donnée. Le stylo de Jasper se déplaçait sur son bloc-notes avec une pression croissante, la pointe déchirant presque le papier au moment où j'ai fini. Et les parents? Sa voix était devenue plate. Où sont-ils maintenant? Je ne sais pas. Ils sont partis pour l'ouverture d'un casino à 17h. Pour autant que je sache, ils n'ont pas encore été contactés. Quelque chose de froid a bougé derrière ses yeux. Nous les trouverons. À 8h du matin, alors que je surveillais de près Dean qui se reposait, j'ai entendu le claquement net de talons sur le linoléum. Je me suis retourné pour voir une femme dans la cinquantaine s'approcher, son blazer gris anthracite repassé à la perfection malgré l'heure matinale. Des lunettes sans monture reposaient sur un nez étroit, et ses yeux me parcouraient avec la même qualité d'évaluation que j'utilisais lors du triage des patients. Mademoiselle Hart? Elle n'a pas tendu la main. Carla Evans, des services de protection de l'enfance. Mon estomac s'est serré. Carla est passée devant moi pour entrer dans la chambre où Dean était assis dans son fauteuil roulant, ses pieds abîmés surélevés et enveloppés dans des pansements stériles. Elle l'a observé avec la précision détachée de quelqu'un faisant un inventaire, son regard cataloguant chaque blessure visible, chaque signe de négligence. Son stylo grattait sur un carnet relié en cuir. Après ce qui a semblé être 1 heure mais n'était probablement que 3 minutes, elle s'est tournée vers moi. Mademoiselle Hart.
Je suis Carla Evans du CPS. Sa voix ne portait aucune chaleur, aucune sympathie, seulement le poids de l'autorité bureaucratique. Actuellement, les enfants sont sous garde protectrice d'urgence. Je dois effectuer une étude de domicile chez vous demain. Notre priorité est le placement chez des proches, mais les réglementations de sécurité sont strictes. Elle fit une pause, et ses yeux froids m'ont cloué sur place. Si votre domicile ne répond pas aux normes de sécurité et d'hygiène immédiatement, les enfants seront placés dans le système de famille d'accueil dès leur sortie. Les mots ont frappé comme un coup physique. Mon duplex était petit, encombré par le chaos d'une infirmière travaillant 60 heures par semaine. Je n'avais pas de meubles pour enfants, pas de verrou de sécurité sur les placards, pas de fonds pour transformer mon espace en quelque chose d'adapté pour 2 enfants traumatisés qui venaient de survivre à la pire nuit de leur vie. Mais je ne pouvais pas la laisser voir cette panique. J'ai forcé ma colonne vertébrale à se redresser, canalisant chaque once de sang-froid qui m'avait porté à travers les codes d'urgence, les traumas et les patients se vidant de leur sang sur les tables. Je m'en occupe. L'expression de Carla n'a pas changé. Elle a simplement hoché la tête, pris une autre note, et s'est éloignée avec ce même claquement précis de talon. Je suis resté dans le couloir de l'hôpital alors que le soleil commençait à se lever quelque part au-delà de ces murs que je ne pouvais pas voir. Autour de moi, les sons familiers du changement d'équipe du matin résonnaient, pas, bip des moniteurs, murmures sourds des rapports donnés. Je faisais partie de ce rythme depuis des années. Maintenant, j'étais à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Dans ce bâtiment, ma nièce se battait pour chaque respiration tandis que mon neveu était assis dans un fauteuil roulant, ses jambes encore engourdies et sans sensation. Quelque part dehors, mon frère et sa femme dormaient pour cuver leur champagne et oublier leur perte à la roulette, inconscients que leurs enfants avaient failli mourir dans le froid. Et demain, une femme avec des lunettes sans monture et un carnet en cuir jugerait si j'étais digne de garder ses enfants en sécurité. J'avais moins de 24 heures pour devenir quelqu'un que je n'étais pas sûr de savoir être. Les lumières fluorescentes vrombissaient au-dessus, indifférentes au poids qui s'installait sur mes épaules. J'ai sorti mon téléphone, cataloguant déjà mentalement ce que je possédais et que je pouvais vendre, à quelle vitesse je pouvais le faire, et si ce serait suffisant. Il fallait que ce soit suffisant. Je me suis retourné vers la chambre de Dean, carrant mes épaules face à la tâche impossible qui m'attendait. Le couloir s'étendait devant moi, stérile et sans fin, et j'ai avancé quand même. Le téléphone dans ma main a vibré avec une notification que j'attendais, une réponse du prêteur sur gage de la 5e rue. Il prendrait le collier en diamant que ma grand-mère m'avait laissé. Ils m'ont aussi dit que je pouvais apporter le collier plus tard cet après-midi pour qu'ils puissent l'évaluer en personne et finaliser le prix. J'ai fixé l'écran, la lumière bleue baignant mon visage dans le couloir avant l'aube, et je n'ai rien ressenti. Pas de chagrin, pas de regret, juste l'arithmétique froide de la survie. J'ai glissé le téléphone dans la poche de ma blouse et suis retourné vers la chambre de Dean. À travers la petite fenêtre de la porte, je pouvais le voir dans le fauteuil roulant, ses pieds bandés posés sur les repose-pieds, fixant le mur avec ses yeux anciens. Un enfant qui avait porté sa sœur mourante à travers une forêt gelée ne devrait pas avoir cet air-là, vide, attendant, résigné à tout ce qui viendrait ensuite. Je ne le laisserai plus attendre. Plus tôt, à 6h10 du matin, le vent avait des dents lorsque l'officier Jasper a relevé son col et s'est approché du manoir Hart, dont la façade moderne brillait d'un éclairage encastré qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. Les détecteurs de mouvement se sont allumés, illuminant l'allée courbe où une Tesla était couverte de givre. Jasper a appuyé sur la sonnette vidéo. Un carillon doux a résonné quelque part à l'intérieur de la maison caverneuse. Il a attendu 10 secondes, puis a appuyé de nouveau. La petite lentille de la caméra au-dessus du bouton clignotait en rouge, enregistrement. Monsieur Hart? C'est l'officier Jasper du département de police. Nous avons confirmé qu'il n'y a aucun tuteur à cette adresse pendant des conditions météorologiques dangereuses. Vos enfants sont en soins d'urgence à l'hôpital Merci Général. Il fit une pause, laissant les mots s'imprégner dans l'appareil qui capturait ce moment. Vous êtes tenu de vous présenter immédiatement pour parler au service de protection de l'enfance. Tout retard sera enregistré comme un abandon d'enfant. Silence. Juste le sifflement du vent à travers les colonnes décoratives flanquant l'entrée. 40 miles plus loin, Joshua Hart somnolait dans un fauteuil en cuir à la table de blackjack à haute mise, sa pile de jetons réduite à une fraction de ce avec quoi il avait commencé. Jane était quelque part près des machines à sous, son 5e martini la faisant rire trop fort à quelque chose qui n'était pas drôle. La notification a fait tomber son estomac avant même qu'il ne l'ouvre.
Mouvement détecté, porte d'entrée. Il a tâtonné avec son téléphone, le laissant presque tomber. L'application s'est chargée lentement, toujours lentement quand on en a besoin vite. Puis le flux est apparu. 2 officiers en uniforme debout sur son Porsche, l'un parlant directement à la caméra. Il n'a pas entendu l'audio. N'en avait pas besoin. La posture rigide, les gestes officiels, la voiture de patrouille visible dans l'allée, il savait exactement ce que c'était. Jane. Sa voix est sortie étranglée. Jane. On doit partir. Maintenant. Elle leva les yeux de son verre, le mascara bavé sous ses yeux. Quoi? On vient d'arriver. La police est à la maison. Son visage est devenu blanc sous le fond de teint qu'elle avait appliqué il y a 12 heures. Le hall des urgences sentait le café brûlé et l'anxiété. Je venais de finir de vérifier mon compte bancaire en ligne, calculant à quelle vitesse je pouvais tout liquider, quand les portes automatiques se sont ouvertes brusquement à 9 heures pile. Joshua est arrivé le premier. Son costume coûteux était froissé comme s'il avait dormi dedans. C'était le cas. Ses cheveux rebiquaient d'un côté où il avait essayé de les lisser avec des doigts mouillés dans la voiture. La Rolex accrochait la lumière fluorescente, brillant de manière obscène contre son poignet pâle. Jane a trébuché derrière lui, portant toujours sa robe de soirée de la veille. La soie traînait sur le sol, tachée le long de l'ourlet. Elle empestait le jean et la fumée de cigarettes. Où sont-ils? La voix de Jane a craqué à travers la salle d'attente. Les têtes se sont tournées. Où sont mes bébés? Un agent de sécurité s'est avancé, la main levée. Madame, vous devez. Je suis leur mère. Elle s'est précipitée vers le poste des infirmières, ses talons claquant de manière erratique. Que quelqu'un me dise où sont mes enfants tout de suite. Joshua m'a repéré debout près de l'entrée du couloir. Pendant un moment, nos yeux se sont croisés. Je l'ai vu calculer, j'ai regardé son expression passer de la panique à quelque chose de plus tranchant. Il a redressé sa veste et a marché vers moi avec la démarche confiante d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Willow. Il a gardé sa voix basse, raisonnable. La voix qu'il utilisait quand il avait besoin de quelque chose. Dieu merci, tu étais là. Toute cette affaire, c'est un terrible malentendu. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Il s'est approché, baissant la voix en un murmure. Je sais à quel point l'école d'infirmière a été dure pour toi. C'est prêt, tu en es où maintenant? 60 000? 70? Son haleine sentait l'alcool et le désespoir. Je vais les payer. Tous. Aujourd'hui. Dis juste à la police que c'était un accident. Mes mains tremblaient. Je les ai pressées contre mes flancs, sentant le tissu rugueux de ma blouse m'ancrer au sol. Tu as enfermé tes enfants dehors par -5 degrés. On n'a pas verrouillé, la serrure connectée a mal fonctionné. Tu sais comment est la technologie. Son sourire était rodé, poli. Pense-y, Willow. Plus de dettes. Tu pourrais enfin respirer. Non. Le mot est sorti plat. Définitif. Son sourire s'est évaporé. Tu fais une erreur. La seule erreur a été de te laisser près de ses enfants pendant 11 ans. Sa main a jailli et a agrippé mon bras, ses doigts s'enfonçant assez fort pour me faire un bleu. Écoute-moi très attentivement. Je vais engager le meilleur avocat de cet État. Je vais arracher cette licence d'infirmière de ton mur. Tu ne travailleras plus jamais dans la santé. Tu vas. Joshua. Jane est apparue à son coude, sa voix prenant cette douceur feinte qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Peut-être que Willow a juste besoin de temps pour penser à ce qui est mieux pour les enfants. Un foyer stable. Leur propre chambre. Tout ce à quoi ils sont habitués. Elle m'a regardé avec des yeux qui calculaient sous le maquillage bavé. Tu vis dans un duplex, c'est ça? Combien de chambres? Quelque chose de froid et tranchant s'est cristallisé dans ma poitrine. J'ai soutenu son regard et j'ai vu sa confiance vaciller. Une, ai-je dit. Mais c'est plus chaud que votre garage. Le visage de Joshua est devenu violet. Espèce de petite moralisatrice. Il m'a poussé. Fort. J'ai trébuché en arrière, m'enheurtant le coin d'un chariot médical en métal. L'impact a envoyé des instruments cliqueter sur le linoléum. La douleur a explosé dans mon coude alors que je me rattrapais contre le mur,
mes paumes raclant contre le béton rugueux. Mon épais manteau d'hiver avait absorbé une partie du coup, mais mon bras me lançait là où j'avais percuté le bord du chariot. Ne la touche pas. La voix était petite mais féroce. Dean était debout, réellement debout, agrippant les accoudoirs de son fauteuil roulant, ses pieds bandés nus contre les repose-pieds. Son visage était blanc de douleur, mais ses yeux brûlaient. Ne la touche jamais. Sa voix s'est brisée, montant en un cri. Vous nous avez laissés. Vous nous avez laissés mourir et vous ne vous en souciez même pas. Jane a fixé son fils comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Sa bouche s'est ouverte, fermée. Aucun son n'est sorti. Sécurité. L'infirmière au poste était déjà au téléphone. On a besoin de la sécurité dans le hall des urgences immédiatement. 2 gardes sont apparus en quelques secondes. La police a reçu l'appel. 5 minutes plus tard, l'officier Jasper est apparu sur les lieux. Joshua a essayé de reculer, les mains levées, passant déjà à son personnage d'homme raisonnable. C'est une affaire de famille. Ma sœur est clairement bouleversée et fêtée. Retournez-vous. La voix de Jasper était de glace. Les mains dans le dos. Vous ne pouvez pas être sérieux. J'ai à peine. J'ai dit retournez-vous. Jasper a sorti ses menottes. Vous êtes en état d'arrestation pour agression et trouble à l'ordre public. Le métal a cliqué autour des poignets de Joshua avec un son qui a résonné dans le hall silencieux. Son visage est passé du violet au gris. Jane a commencé à pleurer de vraies larmes cette fois, ou une approximation convaincante. C'est insensé. On est venu ici inquiet pour nos enfants et elle essaie de nous piéger. Jasper s'est tourné vers elle, son expression a changé. Jane Hart, vous êtes aussi en état d'arrestation pour mise en danger d'enfants et trouble à l'ordre public. Il a fait un signe de tête à un autre officier qui était apparu. Lisez-leur leurs droits. Je suis resté contre le mur, berçant ma paume écorchée. Mon coude me lançait. Les officiers ont conduit Joshua et Jane vers la sortie. Joshua a essayé de se retourner, a essayé de dire quelque chose, mais la main de Jasper sur son épaule l'a maintenu en avant. Dean s'est laissé retomber dans son fauteuil roulant, son petit corps tremblant. Une infirmière s'est précipitée pour vérifier ses pieds, le grondant doucement pour s'être levé. Il ne semblait pas l'entendre, il me regardait. Ça va ? Sa voix était à peine un murmure. Je me suis décollé du mur et j'ai marché vers lui, mes jambes instables, je me suis agenouillé pour qu'on soit à hauteur des yeux. Ma paume me piquait là où je l'avais écorché, et je pouvais déjà sentir le bleu se former sur mon coude, mais rien de tout cela n'importait. Je vais bien, ai-je dit. Et toi ? Il a hoché la tête. Puis, si doucement que je l'ai presque manqué, merci. J'ai tendu la main et pris la sienne, celle qui n'était pas reliée à une perfusion, et je l'ai tenue doucement. Ses doigts étaient encore froids. Derrière nous, les caméras de sécurité avaient tout capturé. L'hôpital extrayait déjà les images. Mon bras me faisait mal. Ma paume saignait. J'avais moins de 20 heures pour rendre mon duplex convenable pour 2 enfants que je connaissais à peine. Mais alors que je regardais les portes automatiques se fermer derrière Joshua et Jane, leurs vêtements coûteux et leurs promesses vides disparaissant dans la lumière froide du matin, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me sentais forte. Le matin suivant est arrivé sous un manteau de lumière hivernale terne. Devant le manoir de Joshua à 8h55, la maison semblait soigneusement stylisée, ce que Jane aimait appeler un symbole de leur niveau de vie. La berline de Carla s'est arrêtée précisément à 9h. L'officier Jasper suivait dans sa voiture de patrouille. Aucun des 2 véhicules n'avait sa place dans ce quartier aux allées immaculées et aux arbres ornementaux. « Prête ?» demanda Carla, sortant avec un porte-document en cuir coincé sous son bras. L'officier Jasper a entré le code d'urgence tiré du témoignage de Joshua, ignorant que ce n'était pas le même code que Dean avait mémorisé. La porte s'est ouverte avec un carillon électronique joyeux, le même son qui avait scellé 2 enfants dehors par -5 degrés. Le hall s'ouvrait sur un salon voûté. Des meubles en cuir italien formaient des angles droits parfaits autour d'une table basse en verre. Une armoire à vin se tenait contre le mur du fond, rétro-éclairée et à température contrôlée. Dans l'armoire trônaient 12 bouteilles de rouge, leurs étiquettes tournées vers l'extérieur comme de petits badges de sophistication. Carla a marché vers la cuisine. Ses talons claquaient contre le carrelage en marbre. Le réfrigérateur Sub-Zero vrombissait avec une efficacité coûteuse. Carla l'a ouvert.
La lumière intérieure a révélé 2 parts de pizza dans une boîte tachée de graisse, le fromage tacheté de moisissure bleue. 3 boissons énergisantes. Une bouteille de vodka à moitié vide. Rien d'autre. Pas de lait. Pas de légumes. Pas de pain. Aucune preuve que des enfants vivaient ici tout court. L'officier Jasper a ouvert le garde-manger. Un sac de chips tortilla rassis. Un pot d'olive. Carla a débouché son stylo. Elle a fait une marque sur son formulaire. Le grattement de l'encre sur le papier semblait définitif. 2e étage, dit-elle. La chambre de Dean se trouvait au bout du couloir. La porte était légèrement entr'ouverte, révélant des murs peints d'un gris à la mode. Un matelas gisait directement sur le plancher en bois dur, pas de cadre, juste un draps nu et une couverture fine. Dans le coin, une lampe annulaire professionnelle se tenait sur un trépied, son cordon serpentant vers une prise. Carla a tout photographié. L'espace vide où un lit devrait être. La lampe annulaire. Le placard contenant 3 paires de jeans et 4 chemises. Tous trop petits. Ils ont jeté son lit, dit-elle, pour faire de la place pour l'installation de streaming de Jane. La mâchoire de l'officier Jasper s'est serrée, mais il n'a rien dit. La chambre d'Anna était pire. Un lit de tout petit qu'elle avait dépassé depuis longtemps. Une pile d'animaux en peluche qui semblait avoir été achetée en gros et jamais touchée. Le loquet de la fenêtre était cassé, laissant un courant d'air qui faisait volter les rideaux. Carla a fait une autre marque sur son formulaire. Puis une autre. Ils sont redescendus. L'officier Jasper s'est dirigé vers la porte du garage et est sorti. Quand il est revenu, un homme âgé en gilet le suivait à l'intérieur. Monsieur Clint, le voisin. Il était toujours dans son jardin, taillant ses roses avec une attention minutieuse. « Merci d'être venu, monsieur », a dit l'officier Jasper. « Vous avez mentionné avoir observé un comportement inquiétant ?» Les mains de monsieur Clint tremblaient légèrement alors qu'il retirait ses lunettes et les nettoyait sur son pull. Ces deux-là, les parents, ce sont des fêtards. Tous les week-ends, il y a du bruit jusqu'à 3, 4 heures du matin. Des canettes de seltzer partout dans l'allée. Le stylo de Carla planait au-dessus de son bloc-notes. Et les enfants? Le visage de monsieur Clint s'est plissé avec quelque chose qui ressemblait à de la honte. Le garçon. Dean. J'avais l'habitude de le voir traîner ses lourds sacs poubelles noirs vers son petit chariot rouge. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'il faisait. Que faisait-il? Demanda Carla, bien que son ton suggéra qu'elle le savait déjà. Il collectait leurs vides. Il les emmenait aux machines de consigne à Crochet. La voix de monsieur Clint s'est brisée. Plus il buvait, plus il avait d'argent. Je le voyais, lui et sa sœur, assis juste là à l'entrée du magasin après, dévorant des lunchables comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours. La pièce est devenue silencieuse. Même le réfrigérateur coûteux semblait avoir arrêté de vrombir. Je lui ai posé la question une fois, a continué monsieur Clint. J'ai demandé si tout allait bien à la maison. Il a juste bafouillé quelque chose à propos d'être trop occupé à jouer pour manger le dîner. Il a regardé Carla, puis moi. Ce n'était pas la vérité, n'est-ce pas? Non, ce ne l'était pas, a dit Carla. Carla a fait 3 marques de plus sur son formulaire. Quand elle a levé les yeux, son expression est restée professionnellement neutre, mais ses articulations étaient devenues blanches autour du stylo. Environnement dangereux, a-t-elle dit à haute voix, cochant une case. Nutrition inadéquate. Preuve de négligence chronique. Je recommande la résiliation immédiate de la garde parentale en attendant le procès pénal. De retour à mon appartement, je me suis assise avec mon téléphone à la main et une décision sur les épaules. J'avais besoin d'un requin. Quelqu'un qui pourrait étriper l'équipe juridique de Joshua et s'assurer que ses enfants ne passeraient plus jamais une nuit dans cette maison. Le nom que tout le monde chuchotait avec autant de peur que de respect était Maître Vance, l'avocat en droit de la famille le plus efficace de la région. Il ne perdait pas. Il n'était pas donné non plus. Mais j'avais déjà commencé à me préparer pour ce combat. Alors que j'étais encore à l'hôpital avec Dean et Anna, alors que mes bras me lançaient encore là où Joshua m'avait poussé contre le cadre de la porte, j'avais fait un inventaire mental de tout ce que je possédais et qui pouvait être converti en argent. Hier après-midi, j'étais entré chez le prêteur sur gage de la 5e rue avec le collier en diamant de ma grand-mère. Elle me l'avait donné pour mon 16e anniversaire, m'avait dit que c'était un héritage familial transmis par sa mère. La pierre précieuse n'était pas énorme,
mais elle était sans défaut, taille vintage, monture en platine. Je l'avais portée exactement 2 fois, une fois à ses funérailles, une fois à ma remise de diplôme d'infirmière. Le prêteur sur gage l'avait examinée sous sa loupe pendant ce qui a semblé une éternité avant de lever les yeux. 3800 $. Cash. Tout de suite. J'avais signé les papiers sans hésitation. L'ordinateur portable était le suivant. Je l'avais posté dans le groupe des résidents de la communauté, un modèle élégant et haut de gamme que je venais de finir de payer la semaine dernière. 900 $ en versement mensuel. Enfin à moi. Une étudiante en 2e année s'est présentée en 1 heure. Argent en main. 900 $. Parti en 30 secondes. Mais la machine à expresso, mon Dieu, ça faisait mal. Je suis resté devant pendant 10 minutes avant de pouvoir me résoudre à la débrancher. C'était une belle pièce d'ingénierie. Acier inoxydable brossé, fabrication italienne, avec une buse vapeur qui produisait une micro-mousse si parfaite qu'elle pouvait faire passer un café de cafétéria d'hôpital pour un café de Milan. Je l'avais acheté il y a 2 ans, juste après avoir effectué le dernier paiement des factures médicales de maman. Joshua avait hérité de tout l'argent de l'assurance vie de papa, 75 000 $. Je lui avais demandé d'aider pour les frais d'hôpital de maman, juste de les partager. Il avait ri. Cet argent est pour investir dans l'avenir, avait-il dit, faisant tourner son bourbon dans un verre en cristal. Et maintenant, j'étais là, vendant la seule chose que j'avais jamais achetée pour moi-même, pas pour les factures, pas pour les nécessités. Juste pour la joie, pour nettoyer le gâchis que son avenir avait créé pour ses enfants. Un jeune homme est arrivé pour la récupérer. Fraîchement sorti de l'université, premier emploi, sourire impatient. Il m'a tendu 600 $ et m'a remercié profusément, disant que c'était une affaire en or. J'ai souri et lui ai dit d'en profiter, puis j'ai fermé la porte et fixé le comptoir vide. Le contour était encore visible, un rectangle propre dans la poussière. Mon frère ne m'exploitait pas seulement, il était cruel envers ses propres enfants. J'ai raffermi ma résolution. Ses enfants ne passeraient pas un jour de plus sous son toit. Fonds totaux, 5300 $ de vente, 7500 $ d'économie. 12 800 $. Je suis entré dans le cabinet d'avocat de Maître Vance à 10 heures. La réceptionniste m'a conduite à lui. Maître Vance était un homme au début de la cinquantaine, aux cheveux argentés et au regard perçant, avec le genre de présence qui vous fait vous tenir plus droit. Il n'a pas perdu de temps en politesse. Montrez-moi ce que vous avez. J'ai fait glisser les dossiers médicaux sur son bureau. Le traitement des engelures de Dean, l'hypothermie et la crise d'asthme d'Anna, mon propre rapport de blessure des urgences. Puis les photos, mon bras meurtri, les yeux vides des enfants, les captures d'écran que j'avais prises des stories Instagram de Jane, montrant des bouteilles de champagne et des lumières de fête les mêmes nuits que celles décrites par Monsieur Clint. Vance les a étudiées en silence, retirant ses lunettes à mi-chemin. Quand il a levé les yeux, son expression était illisible. « Je peux vous garantir que vous obtiendrez la garde permanente », a-t-il dit platement. « Je peux aussi garantir que votre frère fera de la prison. La provision est de 9 000 $. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti l'argent, des billets en piles soignées. Je les ai posés doucement sur son bureau en acajou. « Alors commençons », ai-je dit. Il a fait glisser un contrat sur le bureau. J'ai signé. Cette transaction, cet échange de chaque chose matérielle que je valorisais, achetait un avenir paisible pour 2 enfants qui n'en avaient jamais connu. L'après-midi, Carla Evans est arrivée à mon duplex pour l'étude de domicile. Elle a balayé l'appartement avec la précision d'un sergent instructeur, vérifiant les dates de péremption sur chaque brique de lait, secouant les lits superposés nouvellement assemblés pour tester leur solidité. J'étais resté debout jusqu'à minuit pour monter ces lits, mes mains couvertes d'ampoules à cause de la clé Allen. Elle s'est arrêtée devant le comptoir de la cuisine, l'espace vide où la machine à expresso se trouvait autrefois, et j'ai vu ses yeux s'y attarder. Puis elle a regardé la pile de reçus que j'avais laissée sur la table. Nouvelle literie, vêtements d'enfants aux bonnes tailles, médicaments pour l'asthme, un humidificateur pour la chambre d'Anna, des veilleuses en forme d'étoile. Carla a pris les reçus, les a étudiés, puis les a reposés. Elle a débouché son stylo, tamponné le reçu sur son porte-bloc, et m'a regardé dans les yeux. Vous pouvez récupérer les enfants demain matin. Ce signe de tête, bref, professionnel, presque imperceptible, était la validation la plus précieuse que j'ai jamais reçue. Jour 3, matin.
Anna avait récupéré plus vite que prévu. Ses niveaux de saturation en oxygène étaient stables, sa respiration claire. Les médecins étaient prudents, ses poumons nécessiteraient une surveillance, des rendez-vous de suivi, un calendrier de médication strict, mais parce que j'étais une infirmière pédiatrique avec les compétences et la formation pour gérer ses soins, l'hôpital se sentait complètement rassuré de la confier à ma garde. Dean a franchi ma porte le premier, la petite main d'Anna dans la sienne. Il a regardé autour de l'appartement, les meubles dépareillés, la cafetière sur le comptoir, un modèle filtre bon marché, rien de chic, l'espace vide où quelque chose se trouvait clairement auparavant. Puis il a vu les lits superposés dans la pièce du coin, les courtes pointes que j'avais achetées aux couleurs primaires, le coffre à jouets en bois déjà rempli de livres et de puzzles. Ses yeux ont vacillé. Il n'a pas pleuré, ce gamin avait été entraîné à ne pas le faire, mais j'ai vu la fissure dans son armure. Anna, encore faible mais souriante, s'est illuminée quand elle a vu les 2 ours en peluche sur le lit du bas. C'étaient les derniers modèles, le genre que chaque enfant de sa classe réclamait probablement. Je l'avais vu les regarder à travers une vitrine une fois, il y a des mois, quand je les avais emmenés, elle et Dean, manger une glace. Elle n'en avait pas demandé un, elle avait juste regardé. Maintenant, elle en avait 2. Celui-ci est pour toi, a-t-elle dit solennellement à Dean, lui tendant l'ours bleu. On est assortis. Dean l'a pris, le serrant comme une bouée de sauvetage. Je me suis agenouillé, croisant leurs regards. C'est la maison maintenant, pour aussi longtemps que vous en aurez besoin. Pour toujours, si c'est ce que vous voulez. Dean a regardé le comptoir vide à nouveau, puis m'a regardé. Il n'a rien dit, il n'avait pas à le faire. 2 semaines plus tard, Jane a payé sa caution. Maître Vance m'avait déjà notifié des conditions, aucun contact avec les victimes ou les témoins, et aucune mention publique de l'affaire. C'étaient des mesures de protection standard, conçues pour protéger les enfants de tout traumatisme supplémentaire. Jane les a ignorés immédiatement. Ce soir-là, Dean faisait ses devoirs à la table de la cuisine quand mon téléphone a explosé de notifications. Instagram, Facebook, Twitter, Jane avait lancé un direct sur toutes les plateformes simultanément. J'ai ouvert le flux. Elle était assise dans le salon de la maison de sa mère, les yeux cernés de maquillage rouge soigneusement appliqué pour simuler les pleurs. Les commentaires affluaient déjà, des milliers de ses abonnés se connectant pour le spectacle. J'ai besoin de dire ma vérité, a commencé Jane, sa voix tremblante. Je suis restée silencieuse trop longtemps, et je ne peux pas, laisser cela continuer. Mes enfants m'ont été enlevés par une femme jalouse et vindicative, qui a toujours envié mon bonheur. Mon estomac a chuté. Ma belle-sœur, Willow, a-t-elle continué, prononçant mon nom comme une malédiction, est une vieille fille solitaire et amère, qui ne pouvait pas supporter de me voir avec une famille aimante. Elle a attiré mes bébés avec des promesses de jouets et de friandises, puis a appelé les autorités avec des histoires fabriquées de négligence. L'incident du code de la porte? Une simple erreur. Les enfants oublient des choses tout le temps. Mais elle a transformé ça en quelque chose de sinistre. Les commentaires s'illuminaient. Jane ne négligerait jamais ses enfants. C'est clairement une bataille pour la garde. Si triste. Je prie pour toi, ma belle. Sois forte. Mais tout autant disait, qui oublie ses propres enfants dehors? La tante est une héroïne. Jane s'est tamponné les yeux. Mes enfants sont effrayés et confus, retenus par une femme qui ne les comprend pas. Je suis leur mère. Je me bats pour les ramener à la maison, là où est leur place. Le direct s'est terminé. En 1 heure, mes réseaux sociaux étaient assiégés. Des messages inondaient ma boîte de réception, la plupart vicieux. Voleuse d'enfants. Tu es dégoûtante. Rends ces enfants à leur mère. Quelqu'un a découvert où je travaillais. La ligne principale de l'hôpital a commencé à sonner, des appelants en colère exigeant que l'infirmière ravisseuse soit virée immédiatement. La sécurité a dû débrancher les téléphones. Je me suis assise dans la salle de pause, tremblante, tandis que mes collègues chuchotaient dans le couloir. Certains me regardaient avec sympathie, d'autres avec suspicion. Semaine 2. Jour 3. 2 jours plus tard. 2 jours après le début du direct, l'appel que je craignais est enfin arrivé. J'ai été convoqué au RH immédiatement. J'ai marché dans les couloirs avec l'impression de me diriger vers mon exécution, certaine qu'ils allaient me lâcher pour éviter la responsabilité et la mauvaise presse. J'ai frappé à la porte du directeur des RH. Entrez,
Willow. À l'intérieur, j'ai trouvé non seulement le directeur des RH, mais aussi le docteur Grayson, chef de médecine, l'homme qui m'avait embauché il y a 5 ans. Un dossier épais était posé sur le bureau entre eux. Je me suis assise, les mains jointes sur mes genoux, attendant le coup. Le docteur Grayson a parlé en premier. Nous avons examiné les dossiers d'admission à l'hôpital pour Dean et Hannah Hart. Nous avons également examiné les images de sécurité des urgences, montrant l'agression physique de votre frère sur vous dans le couloir. Et nous avons vu la campagne sur les réseaux sociaux menée contre vous par Jane Hart. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Je comprends si vous devez. Nous connaissons la vérité, l'interrompit le directeur des RH. Son expression était d'acier. Nous savons que vous avez fait la bonne chose, et nous n'allons pas laisser une influenceuse avec une vendetta détruire la carrière de l'une de nos meilleures infirmières. J'ai cligné des yeux. Quoi? Le docteur Grayson a fait glisser le dossier vers moi. Le service juridique de l'hôpital a préparé une contre-poursuite pour diffamation et calomnie. Jane Hart a fait des affirmations spécifiques et fausses sur votre caractère et votre conduite professionnelle. Elle l'a fait publiquement, devant une audience de plus de 100 000 personnes, causant un préjudice direct à cette institution et à vous personnellement. Nous avons de la documentation, des témoins et des preuves vidéo pour réfuter chaque affirmation qu'elle a faite. Nous allons l'enterrer, a ajouté le directeur des RH doucement. J'ai fixé le dossier, puis eux. Vous me soutenez? Willow, dit le docteur Grayson, et sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Vous vous êtes dévoué à cet hôpital. Vous avez travaillé des doubles quarts, couvert les vacances, formé le nouveau personnel, et sauvé d'innombrables vies. Quand votre mère était malade, vous n'avez pas manqué un seul quart. Vous êtes le genre d'infirmière autour de laquelle nous construisons un hôpital, alors oui, nous vous soutenons, sans équivoque. J'ai pleuré de soulagement. Il me protégeait. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place l'après-midi suivant. Le texto est venu d'un numéro inconnu pendant que je donnais à Hannah son traitement au nébuliseur. Vous ne me connaissez pas, mais j'étais à la fête la nuit où votre neveu et votre nièce ont été enfermés dehors. Je dois vous dire quelque chose à propos du code de la porte. Mon cœur s'est arrêté. Je suis allé dans le couloir et j'ai appelé le numéro. Une femme a répondu, la voix étouffée, nerveuse. Je ne peux pas donner mon nom, a-t-elle dit, mais j'étais amie avec Jane, et après l'avoir vue sur ce direct, mentant comme une arracheuse de dents, je ne pouvais pas rester silencieuse. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. À la fête, Joshua frimait. Il venait d'installer ce système de serrure connectée chic et voulait que tout le monde voie à quel point c'était avancé. Il a sorti son téléphone et a fait la démonstration du changement de code à distance. Il en a fait tout un plat sur la sécurité, comment il pouvait le contrôler de n'importe où. Tout le monde a fait go wow, et il a adoré l'attention. Il était ivre, si fier de lui, et puis il a juste continué à boire. Je ne pense pas qu'il ait jamais envoyé le nouveau code à Dean. Je me suis assise lourdement sur le sol du couloir. Ce n'était pas un accident, ai-je murmuré. Non, a dit la femme. C'était de la négligence née de l'arrogance. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Vous le dites maintenant, lui ai-je dit. C'est ce qui compte. Je l'ai remercié, j'ai mis fin à l'appel, et j'ai immédiatement transmis l'information à Maître Vance. Maître Vance a agi avec une vitesse prédatrice. Il a assigné les journaux du serveur de l'entreprise de serrure connectée, utilisant le tuyau du témoin comme motif. Les données étaient accablantes. Elles montraient qu'à 23h47 le 14 janvier, le code avait été changé à distance via l'iPhone de Joshua pour 8264. Dean n'avait pas oublié le code, son père l'avait changé, et ne le lui avait jamais dit. Armé de cette preuve et de l'enregistrement du direct de Jane, Vance est allé au tribunal. Il a présenté la vidéo comme preuve de violation de la caution. Le juge a émis un ordre immédiat, et la police a arrêté Jane au milieu de la préparation d'une autre diffusion. Les images de son menottage alors qu'elle criait à propos de sa plateforme sont devenues virales, inversant le courant de l'opinion publique du jour au lendemain. 6 mois plus tard, la salle d'audience était bondée pour le procès. L'avocat hors de prix de Jane a essayé d'argumenter que la maison était simplement en désordre, mais Carla Evans a détruit cette défense à la barre. Elle a décrit le manque de nourriture, le matelas sur le sol, et l'armoire à 20 à 18 000 $ dans une maison où les enfants mouraient de faim. Je n'ai jamais,
En 2 décennies de ce travail, vu un foyer où l'alcool était mieux soigné que les enfants, a déclaré Carla. Ce n'est pas de la négligence. C'est de la torture calculée. La sentence a été sévère. Joshua Hart a reçu 5 ans de prison d'État pour mise en danger d'enfants et négligence criminelle. Jane a reçu 2 ans. Les deux ont vu leurs droits parentaux terminés de façon permanente. Pour éviter un procès civil écrasant, Joshua a accepté un accord de plaidoyer. Il liquiderait le manoir et les voitures de luxe pour payer les dettes. Le capital restant, environ 300 000 $, serait transféré directement dans un fonds fiduciaire pour Dean et Anna, géré par moi. De plus, 40% de ses revenus futurs après incarcération seraient automatiquement saisis pour la pension alimentaire. Je me suis assise dans la salle d'audience en regardant mon frère tout perdre, ne ressentant aucune joie, seulement l'immense et calme soulagement de la sécurité. La banlieue avait une odeur différente, plus propre d'une certaine manière, comme l'herbe fraîchement coupée et la possibilité. Je me tenais dans le jardin de notre nouvelle maison, regardant Dean lancer des balles de baseball à Aaron pendant qu'Anna dessinait des fleurs à la craie sur le patio. La maison n'était pas immense, mais elle était à nous. 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine avec assez d'espace de comptoir pour une vraie cafetière, et un jardin assez grand pour une balançoire et un potager. 2 ans avaient passé depuis le procès. 2 ans depuis que j'avais vendu le collier de ma grand-mère et ma machine à expresso. Le tribunal avait vendu aux enchères le manoir de Joshua, et bien que le fonds fiduciaire sécurisât l'avenir des enfants, j'avais utilisé une partie du règlement pour acheter cette maison comptant. Pas d'hypothèque. Pas de propriétaire. Juste un titre de propriété avec mon nom dessus. J'avais été promue infirmière en chef à Merci Général il y a 6 mois. L'augmentation n'était pas énorme, mais c'était suffisant. Suffisant pour des chaussures de foot, des fournitures d'art, et une pizza le vendredi soir. Et puis il y avait Aaron. Docteur Aaron Mitchell, urgence, médecin traitant, amoureux des chats, héros accidentel. Il m'avait soigné cette nuit-là aux urgences, avait signé le rapport de blessure qui avait aidé à emprisonner mon frère, et puis n'avait simplement jamais quitté notre orbite. Ce qui a commencé comme des visites de courtoisie professionnelle a évolué en aide aux devoirs, apport de plats à emporter, et finalement en devenir la figure paternelle dont ses enfants avaient désespérément besoin. Une semaine après que les enfants soient venus vivre avec moi, une fois le chaos initial retombé, Anna avait demandé des nouvelles de Snow, le chat qu'ils avaient laissé derrière eux. Nous avons posté des prospectus, bien que j'ai eu peu d'espoir. Mais les miracles arrivent. Monsieur Clint a appelé quelques jours plus tard. Il avait trouvé le chat tigré orange scrogneux frissonnant sur son porche et l'avait nourri dans son garage. Aaron nous a conduits pour le récupérer. Quand Snow a miaulé piteusement à la vue de Dean, le garçon qui avait tout maintenu ensemble a finalement craqué et pleuré. Aaron avait posé une main sur son épaule et avait simplement dit « Il est à la maison maintenant. Vous l'êtes tous. » Maintenant, Snow était gros et gâté, dormant dans les rayons de soleil et exigeant des friandises. Dean avait 13 ans, était plus grand et jouait à récours avec une balle courbe redoutable. Les cicatrices d'engelure sur ses doigts s'étaient estompées en de faibles lignes blanches. Anna avait 9 ans, son asthme entièrement contrôlé, son rire remplissant les couloirs qui étaient autrefois si silencieux. Pour mon anniversaire, Dean m'a tendu une petite boîte enveloppée dans du papier journal. À l'intérieur se trouvait un porte-clés en argent gravé du mot maison. « Merci d'avoir ouvert la porte cette nuit-là », a-t-il dit, sa voix craquant légèrement. « Et merci d'avoir vendu ta machine à café pour moi. Je suis au courant depuis longtemps. » Je les ai serrés tous les deux fort, sachant que chaque sacrifice, chaque moment effrayant, chaque dollar vendu et dépensé en avait valu la peine. J'ai serré le porte-clés, un symbole totalement opposé à la serrure connectée froide qui avait tout déclenché. Nous avions enfin trouvé un foyer vraiment sûr. Ni se les ocurra, no, no la vayan a bañar. Joaquín es capaz. Que andamos jariosos, pasen pack. Son 4, 1, 2, 3, 4. Oh shit. Bueno, esta es la solución. Te paso el de. Te paso el de Jimmy si quieres. Ey, ¿por qué andan queriendo pasar mi pack? Claro que no me cae con madre, no lo haría. ¿Qué tiene de malo mi maloliente y sucia ciudad?
Eso, que es tu ciudad. Que no tiene de malo, es la pregunta real. Sí, mira, tiene chirigüillos. Ocupa, ocupa 128 GB libres para hacer una foto, imagínate por qué. Ser de ahí solamente. Nada, a ver, cuéntanos, Botita, ¿cómo es vivir en esa ciudad pulcra? Toma mi espacio. ¿Cómo es vivir en esa ciudad pulcra, Botita, eh? O sea, ¿cómo lidias? ¿Cómo lidias con eso? No, no creo que sea fácil, ¿eh? No creo que sea nada fácil. Te cambié el nombre de Botita. Necesitas varias fotos para alcanzar a verla completa. Te dijo Botitas, Jackie. ¿Te dije Botitas? No. Es que las dos tienen el nombre amarillo. Discúlpenme. Me preguntas a mí. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te ha ido el día de hoy? ¡Jay, si te mueves! Oh, qué desafortunado. Ibas a seguir bajando, ¿verdad? Qué pena. Estás atrapado. Aquí, conmigo. ¿Cómo te está yendo hoy, por cierto? Te diría que lo escribas en los comentarios, pero no puedes moverte. No queremos a otro soldado caído, ¿o sí? Oye, ¿me sigues? ¿Y le das like al video? Oh, ¿te diste cuenta de que al mover tu dedo perderías? Eres bueno en eso. Aguanta, tú puedes. Perfecto, si llegaste al final, comenta. No perdí. Te mentí. Era para probarte. Todavía falta más tiempo. Me sorprende que no te hayas movido. Estás más quieto que una estatua. ¡Ah! eh, ¡Ah! Pinche brazo deforme. Así gime más fuerte. No, váyanse a la mierda. ¿Eh? Váyanse a la fucking shit. A ver, ¿cómo va este pedo? Son unas mierdines. Pero sí, Jackie, ¿cómo es vivir en esa maloliente ciudad? Tanta mano disculpa. Pues ¿qué traes? ¿Te dan los brazos o qué? Poquito. ¿Qué es eso? ¿Me dan un caballo? No. Solo es para escuchar la canción. Los Juman. Me dan un caballo. Oh. Sí, ese canje es de Joaquín. Si quieres un canje que yo considero que esté chido, te lo pongo. Pues ¿qué anduviste haciendo? Nada. Se me asobró mucho. Ajá. Me atraparon. Es que así le dicen al Z Jimmy de caballo. Pues normal, aquí nací, aquí voy, aquí moriré. No.